Gustave Roussy décrypte l'ESMO 2024 et on va maintenant regarder les tumeurs digestives avec le professeur Ducreux et le docteur Boilev qui va commencer cette session. Exactement. On va commencer par les tumeurs upper GI et avec les tumeurs gastriques. Finalement, on a groupé à la fois la position de la radiochimiothérapie néoadjuvante pour les tumeurs gastriques et les cancers du pancréas borderline. La première étude qu'on a eue, c'est l'étude TOP-GIR, qui est une étude de phase 3 qui s'intéresse à la chimio périopératoire avec ou sans une radiochimiothérapie préopératoire pour les cancers œsogastriques résécables. Pour rappel, la radiochimiothérapie adjuvante n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Il y avait des données pour un bénéfice en survie globale, mais c'est toxique. Le bras contrôle était sous-optimal, donc n'est pas utilisé. Et le vrai standard qu'on a actuellement pour les cancers de l'estomac résécable, c'est une chimio périopératoire à base de flotte, validée par l'étude d'Albatran, publiée en 2019. On a eu les résultats très récemment à l'ASCO de l'étude CROSS, qui regardait la radiochimio préopératoire versus ce flotte, une étude qui est négative. L'étude TOP-GIR a donc randomisé les patients entre le schéma standard, une chimio périopératoire, versus la chimio périopératoire auquel on rajoute la radiochimiothérapie avant la chirurgie. À noter que la chimiothérapie périopératoire, c'était soit l'ECF, qui est l'ancien standard, soit avec un amendement du FLOT, qui est le nouveau standard. Cette étude, elle est négative, donc elle nous conforte dans le fait de ne pas faire la radiochimio préopératoire. Je vous ai parlé de la chimiothérapie néoadjuvante. Vous voyez qu'on a seulement un tiers des patients qui ont reçu du FLOT périopératoire. Donc il y a quand même la question de quelle chimio a été faite. Et c'est le problématique des études aux salles localisées, puisqu'en fait les standards changent et évoluent malgré tout quand on commence les études. La survie sans progression également était donc négative. Et donc pour conclure pour cette première étude, c'est intéressant pour nous parce qu'en fait ça nous conforte dans le fait qu'à l'heure actuelle, c'est la chimio périopératoire que le standard par flotte. Malgré tout, la radiochimio reste intéressante et on l'a pas forcément totalement enterrée. On améliore le taux de réponse histologique complète, on améliore le dose staging. Bon, la question subsidiaire, c'est quand même d'améliorer la survie des patients. Donc étude négative, on ne change pas notre standard. L'étude a été publiée le même jour dans le New England. On passe cette fois au pancréas, le pancréas borderline avec l'étude PANDAS. C'est une étude qui a été présentée par le docteur Lambert, donc une étude française, une étude prodige. Le pancréas borderline, juste pour rappel, c'est donc un pancréas qui est non résécable initialement avec un contact veineux ou artériel. L'objectif, c'est d'obtenir un downstaging pour pouvoir faciliter la chirurgie après. Donc, toutes les stratégies pour maximiser le downstaging sont intéressantes. Une méta-analyse a d'ailleurs montré que le FOLFIRINOX néoadjuvant, qui est notre standard, permettait d'augmenter le taux de résection R0 pour les cancers du pancréas borderline. Et donc la question, à nouveau, c'est est-ce qu'on peut rajouter de la radiochimiothérapie préopératoire pour cette population ? Et donc, même design finalement quasiment que l'étude TOP-GIR précédemment. Cette fois, par contre, la chimiothérapie périopératoire, c'est du FOLFIRINOX. Là, on a intercalé la radiochimiothérapie avant la chirurgie. Premier résultat en intention de traiter, évidemment pas de différence sur le type de chirurgie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de cures, donc de schémas complets de chimiothérapie avec une réalisation de la séquence de FOLFIRINOX modifiée, c'est plus de 97% des cas. Donc globalement, le FOLFIRINOX modifié, ça passe bien et ça passe bien en néoadjuvant. Et par contre, c'est une étude qui malheureusement est négative sur son critère principal en résection R0, puisqu'en fait on est à 50% et 45% de taux de résection R0, donc étude négative. Des résultats également en survie globale et en survie sans progression qui ne sont pas en faveur de rajouter la radiochimiothérapie à notre schéma actuel. Et donc à nouveau une étude qui ne va pas changer notre standard. Néanmoins, la question, elle se pose à chaque fois en RCP. Est-ce qu'on rajoute cette radiochimiothérapie ? Donc, en tout cas, nous, pour nos discussions de RCP, c'est clairement une étude intéressante. Et l'autre donnée intéressante, c'est qu'en fait, la chimio néoadjuvante, elle est très bien tolérée. Et donc, faire le FOLFIRINOX et le FOLFIRINOX modifié qu'on a l'habitude de faire en France, c'est vraiment quelque chose qui est faisable et réalisable pour les patients. Et je reste dans le localisé, mais cette fois, on passe sur le foie, sur le CHC, une étude de phase 3 IMBREV 050 qui regardait l'intérêt d'un traitement par atezolbev
en adjuvant finalement des patients traités par résection ou ablation pour un carcinome hépatocellulaire. Pour rappel, atezo-bev, c'est un de nos standards en première ligne métastatique pour les patients avec atteint d'un CHE. Donc le rationnel de l'étude, c'était pour des patients à haut risque de récidive. On randomisait le traitement standard qui est en fait une surveillance active, donc on n'a pas de traitement adjuvant pour les CHE, à le schéma atezolizumab, bevacizumab, comme on le fait pour les métastatiques. Une étude, pour rappel, je vous ai remis les résultats qu'on avait eus à la ACR 2023, une étude qui était positive sur la survie sans récidive lors de la présentation des résultats à l'ASR. C'était une analyse intermédiaire. Et là, on a eu l'actualisation à plus de 35 mois et malheureusement, l'étude est finalement négative sur le critère principal de jugement qui était la survie sans récidive. Donc ce qu'on pensait devenir potentiellement un nouveau standard est infirmé par ces résultats. Les résultats de survie globale sont pas matures, mais on n'a pas de différence qui se dessine, en tout cas sur ces courbes. Donc, étude négative, à nouveau pas de changement de pratique. En tout cas, ça contredit plutôt les résultats qu'on avait eus, les résultats préliminaires. On est en attente de donner d'autres études en situation adjuvant, mais à l'heure actuelle, la surveillance d'un CHE reste la surveillance active. Et on descend très très bas cette fois pour le cancer du canal anal, une présentation en plénière. C'est assez rare pour le cancer du canal anal. C'est une tumeur rare et notamment métastatique. Et donc là, l'objectif c'était d'étudier l'intérêt du carbotaxol, qui est le standard international en première ligne, et rajouter l'immunothérapie ou pas. Je rappelle que le cancer du canal anal, c'est un cancer qui est très HPV médié, et donc il y a un rationnel pour utiliser l'immunothérapie. On a des études de phase 2 en ligne plus avancées qui sont en faveur de l'utilisation des anti-PD1. Donc là, on a utilisé le rétifanlimab, un anti-PD1 à activité antitumorale, combiné donc au carbopaclitaxel versus le bras contrôle, donc carbotaxol, avec la possibilité d'un crossover. Donc là, une étude positive. Après 3 études négatives, c'est bien de pouvoir présenter des résultats positifs sur ce critère principal de jugement qui est donc la survie sans progression, avec un hazard ratio qui est clairement en faveur de rajouter l'immunothérapie au paclitaxel carboplatine. Les résultats de survie globale, c'est une analyse intermédiaire, ils sont pas encore matures, mais malgré tout, on a clairement une efficacité également en survie globale, qu'on a même, on va dire, de façon même plus importante quand on ajuste au crossover, puisqu'évidemment, il y a un certain pourcentage des patients dans le bras contrôle qui avaient reçu de l'immunothérapie en deuxième ligne. Donc, un essai de phase 3 positif, une survie sans progression qui est à 9,3 mois. On augmente la survie globale, le taux de réponse objective. La tolérance globale, elle est vraiment très bonne. La question pour nous en France, c'est qu'en fait, on fait actuellement plutôt du DCF modifié, qui est notre standard en France. On a eu la publication récente de l'étude SCARES, qui est une étude française qui a comparé en gros le DCF modifié plus plus l'avelumab, anti-PD1, étude qui est négative. Donc la question qui va se poser, nous, ça va être comment on positionne cette étude par rapport à notre standard. Et merci. Merci beaucoup. Peut-être une question sur le préopératoire que tu as présenté dans 2 études. Donc la radiothérapie n'a pas de place. Qu'est-ce qui aura une place? L'immuno, un ADC, c'est quoi les voies? Alors, il y a l'immuno à l'heure actuelle, en tout cas dans le pancréas, pas trop. Là, alors en tout cas sur les borderline, on commence à voir les essais, on les a actuellement, les essais de vaccinothérapie sur la pièce opératoire. Donc clairement, il y a une place pour le traitement adjuvant qui, on espère, sera très prometteur pour ces tumeurs dont le pronostic est quand même. C'est vrai que pour l'estomac, il y a le néoadjuvant avec de l'immunothérapie qui est en train de. On a eu les premiers résultats avec des réponses complètes qui sont augmentées par l'immunothérapie. On attend les résultats de survie. Donc le pancréas, sûrement pas d'immuno. L'estomac, très probablement. Très bien. Et on continue avec toi la suite des tumeurs digestives. Donc moi, je vais vous parler du cancer du côlon localisé et donc parler en particulier, j'ai fait une énorme erreur, là j'ai mis pembrolizumab alors qu'en fait c'est niveau IP. Bon, vous aurez corrigé de vous-même. Ce sont les résultats de l'étude de Niche 2 qui avait été présentée initialement par Myriam Chalabi à l'ASCO avec des résultats et puis à l'ESMO avec des résultats qui étaient absolument extraordinaires. Et là, on a vu à cet ESMO les résultats de survie sans maladie à 3 ans. Et il était prévu dans cette étude
étude qui s'intéresse à de l'immunothérapie en première intention chez des patients qui ont un cancer localisé avec une instabilité des microsatellites. L'idée, c'était de se dire, si ça fait plus de 93%, c'est un succès. Ça ne fait pas plus de 93%, ça fait carrément 100%. Même, on pourrait presque dire 110%. J'ai cru qu'à un moment que la courbe montait véritablement. Donc, c'est plus qu'un succès, c'est véritablement une réussite. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait une étude translationnelle qui évaluait l'ADN circulant. Et on voit que très, très rapidement, c'est-à-dire dès la première injection de niveau IPI, il y a une descente de près de la moitié, une disparition de près de la moitié de l'ADN circulant, chez la moitié des patients. En préopératoire, quand ils ont eu la deuxième injection de nivolumab, on est à 83% de disparition de l'ADN circulant et en post-opératoire, ils sont tous négatifs. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça, ce sont les réponses pathologiques qui sont absolument extraordinaires. On voit qu'il y avait 16 patients qui étaient encore positifs en ctDNA après immuno et avant chirurgie. Donc, il y a peut-être quelques patients qui bénéficient encore de la chirurgie, mais la question est de plus en plus, et il y a des études qui posent cette question actuellement, la question est de plus en plus de savoir si on ne va pas, dans l'avenir, ne plus opérer ces patients. Alors Myriam Chalabi, elle n'arrête jamais, donc elle continue à travailler sur différentes possibilités et elle a présenté là, ou elle a fait présenter par un membre de son équipe, les résultats d'une étude dans la même population, avec cette fois-ci non plus la combinaison niveau IPI, mais la combinaison de nivolumab et d'un anti-LAC3, le relatlimab, et qui donne des résultats sur le même principe, c'est de l'immunothérapie courte et puis une chirurgie, et on regarde le taux de réponse complète, et on a l'impression que c'est encore mieux. Alors, c'est difficile à positionner par rapport à un niveau IPI, mais peut-être que c'est encore mieux cette combinaison de niveau et d'un anti-LAC3. On n'est pas complètement en reste, même si évidemment ils ont un petit peu d'avance les Néerlandais sur cette thématique, puisqu'on a vu les résultats de l'étude IMOTEP qui a été présentée par Christelle de la Fouchardière, avec donc un principe d'étude qui est de donner, là encore pour des patients qui ont des tumeurs qui ont une instabilité des microsatellites, c'est pareil, c'est donner du néoadjuvant, en l'occurrence c'est du pembrolizumab, un petit peu plus longtemps puisque ça peut être jusqu'à 6 semaines en préopératoire, puis une intervention chirurgicale, puis à nouveau, c'est la différence avec les études niche, du pembrolizumab en post-opératoire. L'autre différence d'IMOTEP, c'est qu'elle s'intéresse à différentes tumeurs, dont les cancers du côlon, et c'est la cohorte cancer du côlon qui a été présentée ici, et on retrouve des résultats qui sont vraiment assez similaires, c'est-à-dire un downstaging qui est tout à fait impressionnant quand on donne de l'immunothérapie à ces patients qui sont évidemment les meilleurs candidats à l'immunothérapie et que, encore une fois, on va probablement ne plus opérer dans l'avenir, guérir avec simplement un traitement médical, ce qui sera vraiment un changement de paradigme dans le domaine de la cancérologie digestive. Une autre étude qui a été présentée, alors là, on quitte complètement cette problématique de l'immunothérapie. On surfait sur des choses extrêmement nouvelles. Et là, on repart avec un vieux médicament, mais on est toujours dans le traitement adjuvant. Donc, il y a quand même une certaine cohérence dans ma présentation. C'est cette étude qui est une étude vraiment extrêmement intéressante qui a été réalisée par l'équipe de Montpellier sur des premiers travaux qui avaient montré que si on évalue la masse maigre chez les patients, on est capable de mieux prédire la toxicité, la neurotoxicité à l'oxaliplatine. Et cette étude a donc randomisé les patients qui avaient une masse maigre limitée et qui donc à poids égal ont a priori une toxicité plus importante de l'oxaliplatine. Ils étaient randomisés entre recevoir les doses standards d'oxaliplatine ou des doses adaptées à leur sarcopénie en fait. Et ce qu'on voit sur la courbe bleue, c'est que le fait d'utiliser cette méthodologie permet de diminuer sensiblement, c'est un taux de survenue de neuropathie. On diminue sensiblement la neuropathie quand on adapte la dose d'oxaliplatine à la masse maigre des patients. Et ça, c'est en situation adjuvante. Donc, c'est peut-être promettre à nos patients de ne plus leur donner une neuropathie résiduelle quand on leur fait un traitement adjuvant. Alors, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. L'oxaliplatine a été mis sur le marché il y a très longtemps, mais on apprend encore à le manipuler. Et évidemment, ça ne se fait pas au détriment du pourcentage de survie des patients, comme le montrent ces courbes d'efficacité.
Une seule étude pour le cancer du côlon métastasé qui nous ramène un peu à la problématique que j'évoquais initialement, à savoir l'instabilité des microsatellites. Là, on n'est pas sur des patients qui ont une instabilité des microsatellites. Au contraire, ils sont microsatellites stables, donc c'est potentiellement des mauvais candidats. Ce sont des mauvais candidats globalement à l'immunothérapie. Mais ce qu'on sait, c'est que parmi ces patients mauvais candidats, il y en a probablement quelques-uns qui bénéficient quand même de l'immunothérapie. Et c'est ce qu'a cherché à démontrer David Tougeron en utilisant 2 scores. L'immunoscore qui a été développé par Jérôme Gallon depuis maintenant plus de 20 ans et un score un peu plus récent développé par Jean-François Émile, le TULIS, qui sont tous les deux en fait basés sur des éléments de quantification de l'infiltration lymphocytaire. En fait, si les lymphocytes sont là, ils peuvent potentiellement agir si on lève leur inhibition gérée par la tumeur à l'aide de l'immunothérapie. Donc il a sélectionné un certain nombre de patients et on voit qu'en termes de réponse, c'est quand même pas mal. On a un pourcentage de réponse qui c'est des résultats qui sont encore préliminaires. Il faut screener beaucoup de patients pour avoir ces quelques patients à MSS potentiellement bénéficiant de ce type de traitement qui cette fois est une combinaison de capecitabine, oxaliplatine, bevacizumab avec le rajout de pembrolizumab. Les courbes de survie sans progression de survie globale sont pas mal. Je dirais qu'il va falloir attendre quand même encore un petit peu parce qu'on a une survie sans progression médiane de 12 mois. C'est bien. C'est pas non plus absolument extraordinaire. C'est sûr que c'est quand même pas d'excellents candidats à l'immunothérapie, mais c'est tout de même une avancée de plus dans le domaine de la médecine de précision et le cancer du côlon. Alors, on est loin de ce que vous faites, vous, les frimeurs du thorax, mais quand même, on avance et donc on va vous rattraper, c'est sûr, et même on va vous dépasser, je te le promets. J'ai fini en disant que pour moi, c'est un bon cru, cet ESMO. Ça nous a fait pas mal réfléchir. On ne change pas énormément de standards, mais on voit vraiment des choses intéressantes dans des domaines qui sont des domaines d'affinement de choses anciennes et de véritable innovation thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une question. L'instabilité des microsatellites, donc des très belles études préopératoires et un peu de suivi maintenant. Ouais. J'ai vu qu'un tiers des patients avaient un syndrome de Lynch. Est-ce qu'on prévient la survenue de deuxième cancer ou d'autres cancers du spectre du syndrome de Lynch? C'est des études qui sont en cours et dans le contexte aussi d'interception, on travaille là-dessus. Suzette Delahoche, Thomas Puydlard travaillent là-dessus. Oui, c'est sûr qu'il va falloir s'y mettre. C'est tout à fait évident dans le syndrome de Lynch, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve pour les tumeurs gynécologiques avec les docteurs Potier et Léhari.